Les beautés du calcul. La science, enfin, la science quantitative, c'est le calcul. Et le calcul, il faut le dire, c'est un grand bonheur. La massification des systèmes d'enseignement, en particulier à l'université, a conduit un nombre croissant de citoyens à juger que le calcul, les mathématiques étaient quelque chose de rebutant. D'une part, avec des classes nombreuses, les enseignants du premier degré, c'est-à-dire à l'école, et du second degré, le collège et le lycée, n'ont que difficilement la possibilité de faire comprendre aux jeunes les merveilles du calcul, du raisonnement abstrait, du raisonnement formel, sans compter que nombre d'enseignants eux-mêmes n'apprécient pas toujours ces beautés. Pourtant, le calcul est la clé de raisonnements généraux puissants, et leur abstraction n'est pas synonyme d'éloignement particulier par rapport au réel, contrairement à ce qu'on dit hâtivement. Car un enfant qui pleure après sa mère n'est-il pas dans l'abstraction dès le berceau? Et nos catégories mentales ne sont-elles pas toutes abstraites? Le bien, le mal, le beau. D'autre part, ce que l'on a insuffisamment expliqué, c'est que les pères du calcul formel, tels Leibniz ou Descartes, ont précisément créé ce calcul parce que les mots étaient encombrants et qu'ils cherchaient des moyens rapides, efficaces, synthétiques pour manier les idées, les catégories. Le calcul fut inventé afin de soulager l'esprit, pas de l'embarrasser. Dire cela, l'expliquer, devrait être une priorité de l'enseignement. Au lieu de plonger immédiatement dans la technique, on ferait mieux d'expliquer les raisons de cette technique, les raisons pour lesquelles on a mis cette technique au point, lentement, au cours des quelques derniers siècles. Un exemple, un jour, au XVIIIe siècle, un physicien nommé Georg Ohm branche un fil métallique aux bornes d'une pile. Bon. Il mesure la différence de potentiel et l'intensité du courant. Il change alors de différence de potentiel et mesure une nouvelle intensité de courant. Puis une troisième, etc. etc. Regardant maintenant ces mesures, qui sont rangées sous un tableau, dans un tableau, il observe que la différence de potentiel semble proportionnelle à l'intensité du courant. Autrement dit, quand la différence de potentiel est doublée, l'intensité l'est aussi. Pour en avoir le cœur net, il calcule le quotient de la différence de potentiel par l'intensité. Enfin, c'est-à-dire qu'il divise pour chaque ligne de son tableau la différence de potentiel par l'intensité du courant. Et il observe, chose extraordinaire, que ce quotient est presque toujours le même. Pas exactement, mais presque. Il se dit alors que ce sont les erreurs inévitables des mesures qui sont à l'origine des différences, et il énonce que le rapport est en réalité constant. Il trouve là une régularité du monde. Le rapport, il le nomme la résistance du fil parcouru par le courant, sa résistance électrique, une mesure de combien le fil résiste en quelque sorte au passage du courant. Il y a beaucoup de couples de valeurs, différence de potentiel, intensité du courant, de quoi remplir des pages et des pages. Mais si l'on décide de nommer par la lettre U la différence de potentiel et par la lettre I l'intensité, les quotients calculés s'écrivent U divisé par I. Si on note maintenant R la résistance électrique, on obtient l'égalité R égale U divisé par I. Évidemment, puisque nous avons abstrait la différence de potentiel, puisque nous l'avons remplacée par une lettre, nous pouvons mettre maintenant n'importe quelle valeur pour cette lettre, même des valeurs qui n'ont pas été mesurées. Autrement dit, la relation R égale U sur I est universelle. Elle s'applique pour n'importe quelle valeur de la différence de potentiel, pour n'importe quelle valeur de l'intensité du courant, pour n'importe quel fil caractérisé par sa résistance électrique R,
condition que toutes ces valeurs soient toujours liées par la relation R égale U sur I. Imaginons que nous ayons maintenant entre les mains le fil dont ohm est parti. Avec l'égalité R égale U sur I, il n'est plus nécessaire de faire des expériences. Si nous connaissons la valeur de la différence de potentiel que nous allons appliquer, alors nous pouvons calculer, prévoir l'intensité du courant qui traversera ce conducteur métallique. Dans cet exemple, le calcul est réduit à sa plus simple expression, une égalité, une division. Dans d'autres cas, évidemment, on enchaîne les équations aux équations, les égalités aux égalités, et l'on monte un échafaudage de plus en plus haut. Pour arriver au sommet de cet échafaudage, il faudra évidemment partir de la base, car il serait d'une présomption inouïe que de vouloir atteindre le sommet sans passer par les différents niveaux. Bien sûr, certains d'entre nous sont plus agiles, grimpent plus vite, atteignent plus vite le sommet, mais nous devons tous passer par les mêmes échelons. Ceux qui n'ont pas l'habitude de monter ainsi d'étage en étage trouvent cela difficile. Mais ce n'est difficile que pour eux. Et ils doivent se réjouir, beaucoup, au contraire, que l'entraînement les rendra capables de grimper de façon plus agile. Oui, c'est cela une des beautés du calcul. Comme nombre de capacités humaines, le calcul s'apprend. On devient de plus en plus agile à mesure que l'on s'entraîne. Comme disait La Fontaine, travailler, prenez de la peine, c'est le soin qui manque le moins. Pour en revenir au calcul, je crois que nous avons l'obligation morale de dire à tous autour de nous qu'il s'agit de quelque chose d'amusant, de passionnant, de facile. Et comme le calcul est une des composantes essentielles des sciences quantitatives, nous n'avons pas beaucoup à nous forcer pour crier « Vive le calcul !»